Castillon-la-Bataille, une petite ville au bord de la Dordogne, à quelques kilomètres de Bordeaux. Avec moins de 3000 habitants, difficile d'imaginer les lieux comme une plaque tournante de la drogue. Pourtant, depuis des mois, des dealers y ont organisé un trafic à grande échelle. C'est ce que vient surveiller l'adjudant Pascal, caché dans cette camionnette, que dans le jargon des forces de l'ordre, on appelle un sous-marin. À gauche. À gauche. Pour pouvoir interpeller les suspects, ce gendarme de la brigade de recherche doit amasser un maximum de preuves. Dans son véhicule banalisé, Pascal est aux premières loges. Est-ce qu'il sert de guetteur pour les autres? Est-ce qu'il est rémunéré? On ne sait pas. Hier, on est passé, il était là, il n'était même pas 10 heures, et puis là, il est en permanence devant le PME, quoi. Au total, pas moins de 4 personnes. Et visiblement, la bande ne craint pas de se faire repérer. Ils connaissent tout le monde, voilà, ils sont entre eux. Et je pense qu'ils se croient en pure impunité, quoi. Ce matin, l'enquêteur a vraiment de la chance. Ouais, t'as un client là qui est à la voiture, qui vient d'arriver. Le trafic bat son plein. Mais surtout, le vendeur est celui que Pascal soupçonne d'être le chef du réseau de Castillon. Toi, il vient de faire sa livraison. Pour Pascal, la pêche a été bonne. Il peut rentrer à Libourne, situé à une vingtaine de kilomètres de là, en plein cœur du vignoble bordelais. C'est la sous-préfecture de la Gironde. C'est aussi là qu'est basée la gendarmerie et la brigade de recherche. Sur les clichés réalisés ce matin, toutes les preuves du trafic de stupéfiants. Donc là, il y a un échange qui se fait. Toi, tu vois qu'il y a quelque chose qui est remis dans la main. Donc toi, hop, ça y est, c'est fait. Un vrai flagrant délit. Au-delà de cette preuve incontestable, l'enquêteur possède dorénavant le moyen d'identifier les principaux membres du réseau. Et ce qui le surprend dans cette affaire, c'est la jeunesse des trafiquants, comme celle des clients. Ben, on voit une jeune fille qui vient à sa sœur chercher du produit auprès du fournisseur. Elle a quel âge, la fille là? La fille, elle a 20 ans. Et la petite, je crois qu'elle a 5 ans. Ces consommateurs n'ont pas l'air très riches. En revanche, ils sont nombreux et réguliers. C'est un peu des la classe sociale un peu défavorisée, quoi. C'est des gens. Il y en a certains qui travaillent, d'autres ne travaillent pas. Et la plupart de leur pognon passe là-dedans, quoi. Et, bon, lui s'en fout, quoi. Ça... Le chef du réseau se montre conciliant tant que ses clients peuvent payer. Pour cela, il a même développé un système de crédit grâce auquel il les tient. Mais au moindre problème, il n'hésite pas à faire pression sur eux. Là, il va commencer, à partir de la semaine prochaine, à aller harceler un peu les gens pour qu'ils payent leurs dettes du mois passé, quoi. Il va jusqu'à les amener à la poste. Hein. Retirer, il sait que les allocations tombent tel jour, donc il les harcèle au téléphone pour tu me dois tant et il faut que je t'amène les chercher, voilà, ça va commencer là. Conscient qu'une telle situation pourrait vite dégénérer, les gendarmes ont décidé de démanteler le réseau. Mais pour cela, Pascal veut arrêter les dealers au moment d'une grosse livraison de stupéfiants. Pour obtenir des informations sur les prochaines transactions, l'adjudante-chef Christelle a mis le chef sur écoute. On va écouter. Cela fait des semaines qu'elle épluche les communications avec ses clients. Tu peux passer chez... J'arrive. C'est plus avec les usagers qu'on apprend le type de produit qu'il fournit, la manière dont c'est conditionné et le prix qu'il pratique. Voilà. Ce travail un peu fastidieux lui a surtout appris une information capitale. Il n'a pas besoin d'aller jusqu'au Maroc. L'Espagne, 3 heures de route, aller, 3 heures retour. Le principal suspect, qu'elle appelle la Target, va bientôt recevoir une grosse livraison de drogue. Voilà, en 4-5 heures, il est là, il a ramené ce qu'il fallait. Au fil de la conversation, donc, ils disent que notre Target s'approvisionne auprès de son frère, hein, qui serait en Espagne et qui ferait des voyages réguliers, mais par petites quantités. Cette livraison est pour les gendarmes le moment idéal pour arrêter les trafiquants.
Sans plus attendre, ils établissent un plan d'action avec l'aide des hommes du PSIG, le peloton d'intervention de la gendarmerie. Ok, j'ai besoin de tous les services si possible ce soir. Il remonte en train, 23h13, arrivé à Bordeaux. L'objectif, empêcher que cette drogue ne soit vendue dans les rues de Castillon. Pour Pascal, cette opération est l'aboutissement de plusieurs mois d'enquête. Le dénouement est proche. On verra. En espérant. Parce qu'on commence à fatiguer sérieusement là. À côté de Bordeaux, la capitale de l'Aquitaine, Libourne et ses 24 000 habitants, en apparence calme et sans histoire, la ville a été placée en zone de sécurité prioritaire et plus de 200 gendarmes sont mobilisés. Car depuis quelques années, la population se paupérise et la délinquance augmente. Pas moins de 5000 crimes et délits ont été répertoriés dans la région en 2014. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien de souci, il n'y a pas de problème. Jamais rien. Pas entre nous, là on parle entre nous. Vas-y, casse-toi avec ta caméra. À la brigade de recherche de Libourne, 11 gendarmes travaillent jour et nuit, car les affaires ne manquent pas. Ouvre, on casse! On va casser la porte! Fléau de la région, le trafic de stupéfiants est en pleine expansion. Depuis des mois, Pascal traque une bande de dealers de cannabis qui alimente des centaines de consommateurs. Il est sur le point de démanteler ce réseau qui se fournit en Espagne. Le problème, c'est que la drogue se propage aujourd'hui au cœur du lycée de la ville. Ce qui inquiète particulièrement le gendarme Pierrick. Dans cette affaire, consommateurs et dealers sont mineurs ou tout juste majeurs. C'est pour que tu comprennes que t'as fait, excusez-moi, des conneries. T'as pas été élevé comme ça. Faut que tu prennes conscience que t'es plus un enfant. L'autre priorité des enquêteurs, ce sont les vols en série. Ils représentent un quart de la délinquance locale. Récemment, les boulangeries de Libourne et des environs ont été dévalisées et les artisans n'en peuvent plus. On est arrivé, mais j'ai vu que des caisses étaient Voilà, là. il n'y avait plus de caisse. Ils n'ont rien cassé d'autre, ils sont partis aussitôt. Réputée pour ses vignobles, la région est aussi devenue la cible de bandes organisées. Grands crus et matériel agricole, le butin peut rapporter gros. Et Philippe met tout en œuvre pour arrêter ces malfaiteurs. La police judiciaire, faut savoir s'adapter et puis faut savoir être un petit peu retour. Vol, dégradation, trafic de drogue, enquête au cœur d'une campagne, pas si tranquille. Ce matin, les gendarmes ont mobilisé un maximum de leurs effectifs. Ils doivent interpeller le réseau de trafiquants de drogue qui sévit en plein centre de Castillon. En première ligne, les hommes du PSIG, le peloton d'intervention, sous le commandement du lieutenant Christophe. Mis au courant de l'arrivée d'une importante quantité de drogue venant d'Espagne, ils veulent intercepter les convoyeurs avant qu'ils ne livrent le réseau. Avec environ 3 à maximum 5-6 kilos de résine. Allez, on descend les gars. La situation pourrait être dangereuse. D'après l'enquête, les suspects sont des professionnels du trafic de drogue. Spécialistes des interventions de choc, les hommes du PSIG ont prévu d'intercepter la voiture des fournisseurs au niveau de ce rond-point. Christophe répartit ses hommes pour accueillir les trafiquants. Placés un peu plus haut sur la route, des collègues doivent l'informer par radio de l'arrivée de la voiture suspecte. Tom, ils sont à 1 kilomètre, ils arrivent! Ils vont arriver! Mais une demi-heure après s'être installés, toujours pas de trafiquants en vue. Allez, allez, dépêchez-vous! Coup de théâtre. Le lieutenant Christophe reçoit un appel de sa seconde équipe. Les suspects ont changé d'itinéraire au dernier moment. Obligés de s'adapter, les gendarmes rejoignent leurs collègues de toute urgence. C'est bon les gars, c'est clair, on part au niveau des passagers les gars, c'est clair? Quand ils arrivent, les 3 trafiquants viennent tout juste d'être interceptés. Plie la jambe, plie la jambe! Parmi eux, un des dealers de Castillon a été identifié. Assis! Les gendarmes interpellent également un homme de nationalité espagnole. C'est à vous ça? Vous parlez français? Non. Ok, ben on va ouvrir. Sí, no problema, no. Hablas espagnol? Español, sí. Muy bien. Ok. Sí, sí, no problem, no problem. Ok. Sí, sí, sí.
Es todo mío, todo. Todo lo que hay dentro es mío. Les gendarmes se mettent à fouiller les sacs des suspects, à la recherche de produits stupéfiants. Dans un premier temps, sans résultat. Pour Pascal, le directeur d'enquête, c'est la déception, mais il ne s'avoue pas vaincu. Mais ça donne comment faire la perquisition dans le véhicule. Hélas, dans le coffre, aucune trace de drogue. Les trafiquants pourraient bien s'être débarrassés de leur précieux chargement avant l'interpellation. S'il prend autant de précautions, c'est qu'il y a quelque chose. Il a peut-être ingéré ou il a peut-être. Pour les gendarmes qui espéraient tomber sur plusieurs kilos de produits, pas question de se décourager. Même sans saisie, les informations données par les écoutes téléphoniques leur suffisent pour conduire les suspects à la brigade. Les enquêteurs misent maintenant sur les auditions, prévues le lendemain. En attendant, les trafiquants vont passer leur première nuit en cellule. Ramenés dans la cour de la gendarmerie, leur véhicule est maintenant passé au peigne fin. Comme les autres gendarmes, Philippe s'obstine. C'est une première fouille en fait. Voilà, ouais. Tout ce qu'on peut faire, on fait. Malgré leurs efforts, les enquêteurs ne trouvent rien. Mais ils ne renoncent toujours pas, comptant sur leur dernier atout. Dès le lendemain, Christelle prévoit d'interpeller le chef du réseau. La prochaine étape, c'est l'interpellation de plusieurs objectifs prévus sur la commune de Castillon. On verra demain. Donc, tout n'est pas perdu. Pomerol, Saint-Émilion ou bien encore Lussac. Tous ces grands noms font saliver les amateurs de vin, avec des prix qui peuvent parfois s'envoler jusqu'à plusieurs milliers d'euros la bouteille. De quoi attiser bien des convoitises. Depuis plusieurs semaines, les cambriolages se multiplient dans la région. Les châteaux autour de Libourne sont la cible de vols en série. Du vin, mais aussi du matériel agricole, à destination des professionnels. Pour les malfaiteurs, un business juteux, au risque limité. Une tronçonneuse de ce genre coûte en moyenne de 400 à 700 euros. En plus, ce matériel se revend facilement sur des sites d'occasion, quasiment au prix du neuf. Détail spectaculaire de ces cambriolages, les voleurs ont tout saccagé derrière eux. Des dégradations qui s'élèveraient à des dizaines de milliers d'euros. À la gendarmerie, l'adjudant-chef Philippe vient de constituer une équipe pour mettre un terme à ces méfaits. Grâce à un renseignement, les enquêteurs ont dans le collimateur une bande de 3 jeunes hommes. Et ils savent où ils ont l'habitude de se retrouver. Alors pour les confondre, ils décident d'utiliser une caméra cachée. Donc ça va nous permettre de poser une caméra à longue distance, de manière à pouvoir filmer les allées-venues, les entrées et sorties, et puis voir, on ne sait jamais, puisqu'on les soupçonne de multiples cambriolages, voir s'ils ramènent du matériel ou s'ils en extraient, pour les revendre. Donc on va essayer de poser ça pendant quelques jours, de manière à voir ce que ça donne. Ça nous permet de libérer du personnel, de les mettre dans les voitures pour prendre la filature des gars que l'on soupçonne. Il y a une partie technique alors dans vos métiers maintenant. Ah, c'est de plus en plus technique, c'est de plus en plus basé sur la technique. Comble de l'ironie, le QG des cambrioleurs ne se trouve pas très loin d'une gendarmerie. Là, on va à Lussac, à la gendarmerie de Lussac, poser la caméra, on a de la chance. C'est donc de chez leurs collègues qu'ils vont organiser la planque. Le village de Lussac se trouve au beau milieu de la campagne. Philippe et son équipe vont avoir une vue imprenable sur le lieu de rendez-vous des 3 suspects. Et grâce à la caméra, ils ne peuvent rien rater. Pour réussir à interpeller les voleurs, les gendarmes vont monter la garde de jour, comme de nuit. Et quelques heures plus tard, Damien constate du mouvement de l'autre côté de la rue. Il s'empresse de prévenir son collègue, resté caché dans une voiture. Ouais, il y a encore du monde dans la voiture. Il est rentré, par contre elle est chargée. La caisse elle touche presque les roues. Ouais, ils sont au moins 3 dans la voiture. Attends, je prends des photos. Sur ces clichés, les 3 complices semblent partir pour un nouveau cambriolage. Il part direction Lussac. Damien rejoint son coéquipier. Et les 2 hommes prennent les suspects en chasse.
L'exercice est délicat. Pour ne pas compromettre leur filature, les gendarmes doivent garder leur distance et prendre le risque de les perdre. Ils vont même passer par là, comme ils ont fait l'autre soir, tu sais, ils ont piqué à gauche sur la 1089 et encore à droite. Là. Hélas, au bout de quelques minutes de poursuite, le véhicule des suspects profite d'un croisement pour semer les enquêteurs. Ce soir-là, les gendarmes en sauront pour leurs frais. Ils devront rentrer bredouille. Alors le lendemain, changement de stratégie. Avec l'accord du juge, Philippe va placer une balise GPS sur la voiture de l'un des suspects. La police judiciaire, faut savoir s'adapter, puis faut savoir être un petit peu retors. Et si tout fonctionne bien, je l'espère, je croise les doigts, ce soir la voiture est balisée, on pourra la suivre en temps réel. Pour avoir accès au véhicule du cambrioleur présumé, les enquêteurs vont lui tendre un piège. Sous prétexte d'un accident fictif, ils l'ont convoqué à la brigade de Lussac pour vérifier les papiers de sa voiture. L'homme n'a que 20 ans et n'imagine pas une seconde ce qui se trame dans son dos. Alors qu'il se soumet de bonne grâce au contrôle, l'équipe de balisage est au travail. En quelques minutes, la mission est accomplie. Dorénavant équipé d'un mouchard, il n'échappera plus aux gendarmes. Donc il n'a pas vu d'enquêteur, il ne nous a pas vu en civil, à aucun moment on apparaît. À partir de maintenant, on peut le tracer. On va suivre tous ses mouvements directement par GPS. Tout va tomber sur nos portables, tout va tomber sur nos ordinateurs. On saura à chaque fois où est-ce qu'il est. Autour des cambrioleurs présumés, l'étau se resserre, car depuis plusieurs semaines, Philippe a également mis sur écoute le portable du jeune homme. Non content de le suivre à la trace, les gendarmes enregistrent toutes ses conversations. En fait, sur l'accident, je m'assois avec la santé. Il a regardé l'assurance. J'ai rigolé. Le malfaiteur ne se doute pas qu'il est autant surveillé. Et ces écoutes ont aussi permis d'identifier le receleur de la bande. Systématiquement, il appelle le gars pour dire « Attention, tiens-toi prêt, parce que je vais t'emmener le matos. Ouais. C'est ok, c'est fait, je te l'emmène. » Si on a toujours ce même numéro qu'apparaît, on a un chemin relationnel qui est juste et qui est bon. Hein. Philippe a maintenant suffisamment de preuves pour procéder à des interpellations. Et il espère bien réussir à faire tomber tout le réseau. Dans la région, un tout nouveau type de délinquance mobilise les gendarmes. Depuis 1 mois, les petits commerces sont la cible d'une bande organisée. Des affaires qui rapportent du cash rapidement. Dans le collimateur de ces voleurs, les caisses de boulangerie, comme celle de Karim, installé dans le petit village de Saint-Seurin, à quelques kilomètres de Libourne. Il vient d'être attaqué cette nuit. Voilà, ils ont fait ça à 2h25 à peu près, 2h20, 2h25, voilà. Cette nuit, j'ai l'alarme qui a sonné, ça m'a averti sur mon téléphone. Et aussitôt, j'ai appelé un de mes salariés qui était juste à côté, qui est venu et qui a constaté le vol, l'intrusion, quoi. Pourtant, l'artisan avait pris soin de se doter de monnayeurs automatiques, des caisses nouvelle génération permettant de sécuriser la recette en évitant tout accès à l'argent liquide. Ces caisses, les voilà. Il avait même pris soin de les sceller au sol. Découragés par leur poids, les voleurs sont repartis bredouille. Ils n'ont pas pu partir avec. Là, par contre, on les voit, ils étaient embêtés. Hein. Mais ils ont quand même cassé. Donc on voit les traces du pied de biche. Les monnayeurs sont inutilisables. Karim est écœuré, d'autant qu'il avait aussi installé un système de vidéosurveillance suite à un premier cambriolage. Ça donne pas envie de continuer, de bosser. Enfin, vous voyez que vous faites, puis c'est gratuit, quoi. Puis c'est stressant. On y pense tous les jours. Mais Karim n'est pas le seul à avoir été victime de ces malfaiteurs. En plein centre-ville de Libourne, la même mésaventure est arrivée à Isabelle. Alors, 1,5 € s'il vous plaît. En 2 semaines, elle et son mari Sébastien ont subi 2 cambriolages. Ces boulangers ont eu encore moins de chance. Non seulement ils ont perdu leur recette, mais en plus les voleurs cette fois sont repartis avec les monnayeurs. Un coup dur, quand on sait que ces appareils coûtent plus de 10 000 € pièce. Une caisse ici, une autre caisse ici, et 100 bons kilos par caisse. Et puis il fallait les arracher, donc ils étaient 2 à les arracher directement.
bien arraché. Autre preuve de la détermination des voleurs, la devanture de la boutique est mal en point. Porte automatique où ils avaient Fracturé. carrément mis un coup de pied directement Ils ont dedans. ou un soulevé. coup. Les rideaux ont été maintenus un peu en l'air. Et puis quand on est arrivé, j'ai vu que les caisses étaient Voilà, plus là. il n'y avait plus de caisses. Ils n'ont rien cassé d'autre, ils sont partis aussitôt. Heureusement, Isabelle et Sébastien, comme la plupart des autres victimes, une dizaine en tout, disposent de caméras de surveillance qui ont tout enregistré. Ces images sont aujourd'hui examinées avec soin par la brigade de recherche de Libourne. Et elles vont aider les gendarmes. L'adjudant Didier planche sur l'affaire des boulangeries depuis plusieurs semaines. Avec cette vidéo, il a de la chance. Il distingue avec précision les 3 voleurs en action. Un premier individu, donc capuché, ganté, extrait le monnayeur. À 2h40 du matin, les malfaiteurs ont enfoncé le rideau de fer du commerce et ont fracturé les portes, avant de s'emparer du monnayeur. Un deuxième individu, lui encagoulé, vient l'aider. Il faut savoir que le monnayeur pèse 40 kg. Un mode opératoire bien rodé. Le vol ne leur a pris que quelques secondes. Mais cette nuit-là, ils vont commettre une erreur. Comme on le voit sur ces images, l'un des braqueurs perd son gant en manipulant le monnayeur. Récupéré par les gendarmes, il leur permet d'identifier le suspect grâce aux traces d'ADN qu'il contient. Cette personne qui, quoi qu'il arrive, est positionnée formellement à travers un objet qu'on voit sur les vidéos lui appartenant, découvert sur place, qui porte qu'un seul profil génétique lui correspondant. Donc là, il n'y a aucun souci sur son implication à lui. Les gendarmes n'ont pas de mal à interpeller le malfaiteur quelques jours plus tard. Mais pour Didier, il faut désormais arrêter le reste de la bande. L'intérêt maintenant, c'est vraiment de positionner les gens sur le fait et donc d'établir des liens à travers la téléphonie, à travers des surveillances. Et comme le prévoyait l'enquêteur, les cambrioleurs n'ont pas pu s'empêcher de s'appeler. Mis sur écoute, le portable de l'homme incarcéré a permis à Didier d'identifier l'un de ses complices. Visiblement très inquiet d'être livré aux gendarmes. C'est pour répondre. Moi, qui oui, c'est que tu l'as fait quand même. Ça va pas changer les choses que tu dis que c'est bon. Tu vois le truc, c'est pas fini. Ouais, je vois. C'est mort. Celui-ci a été interpellé dès la semaine suivante. Durant son audition avec les gendarmes, malgré les écoutes, il a nié toute participation au cambriolage. Foutez-vous au fond là-bas. Et c'est devant la juge d'instruction qu'il va devoir rendre des comptes. Ce matin, sa famille attend avec angoisse devant le palais de justice. Mis en cause dans 4 des 10 braquages de boulangerie, le jeune homme n'a que 19 ans. De son entretien avec la juge d'instruction dépend sa mise en liberté. Mais le suspect paraît serein. Selon lui, les preuves accumulées par les gendarmes ne tiennent pas. Si les écoutes, oui. Non. Ah si, mais les écoutes, c'est un élément matériel. Quand sur les écoutes, tu dis que c'est toi, ça compte. C'est pas vraiment une vraie preuve, c'est quoi? C'est ton train ou ta gueule. Là, oui, tu peux dire que c'est toi. Tu verras si ça marche pas. Là, oui. Et là, non. C'est pas une vraie preuve. Même s'il paraît sûr de lui, c'est la magistrate qu'il doit convaincre. Une toute autre paire de manches. Monsieur, est-ce que vous savez où vous êtes là? Pas trop. Pas trop. Pour le braqueur, tout juste majeur, ça ne commence pas bien. La juge lui rappelle son casier judiciaire et son parcours de délinquant entamé dès l'adolescence. Ça commence en 2011 à Bobigny par le tribunal pour enfants. Avec cette nouvelle affaire, il est aujourd'hui mis en cause pour des faits bien plus graves. J'étais sous mandat de recherche dans le cadre d'une procédure que j'instruis sur des faits de braquage, gentiment. C'est les 3 faits. Pour éviter la prison, le suspect tente d'amadouer la juge. Il joue sur la corde sensible. Dites quand vous ne comprenez pas ce que je dis. Est-ce que vous avez participé à ces faits de tentative de vol, monsieur? Non, la mère, c'est à la réponsière, mais si j'ai... Vous avez une vie difficile. Mais ça, je le conteste Je pas, mais moi je vous parle aussi de ça. Oui, et si votre mère elle a déjà des gros soucis, c'est sûr que ça va pas... Ça va pas lui faire plaisir. Et on est d'accord. c'est moi que je m'occupe de ma petite soeur quand on est à l'école, parce que mon père, il a plus de permis.
Alors ça fait que vous voyez bien que je ne vais pas faire des bêtises qu'il ne faut pas. La magistrate ne se laisse pas attendrir. Le jeune homme restera en prison en attendant son procès. Elle ne me convainc pas. Et du coup, moi, monsieur, je vais vous laisser y réfléchir et prendre le temps de la réflexion parce que je demande votre placement en détention provisoire pendant le temps de la procédure. Le garçon accuse le coup. Pour ce délinquant multirécidiviste, le manque de collaboration a aggravé son cas. Selon l'adjudant Didier, cette décision n'a rien d'exceptionnel. C'est très très courant et donc finalement nous ça ne nous dérange pas plus que ça dans la mesure où le dossier est fort. Du point de vue de la justice, est-ce que c'est de nature à aggraver carrément son cas? Après ça dépend du magistrat, j'ai envie de dire, si la personne considère qu'il se manque de la justice ou pas. Après il y a des magistrats qui préfèrent avoir des gens honnêtes, qui assument, que des gens qui les prennent pour des abrutis, quoi. Tout simplement. Tout juste le temps d'un au revoir à ses parents et à sa sœur. Un bisou, bien sûr. Allez-y, allez-y. Et le suspect prend la direction de la maison d'arrêt de Périgueux. Dans l'affaire du trafic de stupéfiants de Castillon-la-Bataille, l'adjudant Pascal prépare, lui, une opération coup de poing. Après avoir arrêté les convoyeurs de drogue, les gendarmes visent maintenant le chef du réseau. Et le psy est à nouveau de la partie. Donc, ceci étant fait, on continue la manœuvre en tapant la branche castillonnaise ce matin. Direction une petite cité en plein cœur de Castillon. Pour être sûr de trouver l'homme chez lui, les gendarmes interviennent dès 6 h du matin. Gendarmerie! Ouvrez! À l'intérieur, on ne semble pas pressé d'ouvrir. Ouvre ou on casse! On va casser la porte! De précieuses secondes qui pourraient permettre au dealer de se séparer de sa marchandise. Ok, on laisse la fable, les gars, on laisse Au sol. Comment tu t'appelles? Le suspect est rapidement maîtrisé. S'il n'oppose aucune résistance, il ne se montre pas très bavard. Et quand l'adjudant François va lui notifier sa garde à vue, Oui, monsieur. il garde le silence une fois de plus. Vous êtes placé en garde à vue pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition et emploi non autorisé de stupéfiants. Ça vous dit toujours rien? Non, c'est pas grave. Face à son manque de collaboration, les gendarmes font intervenir leur chien antidrogue. Il me montre un endroit, il renifle où c'est, et il s'assoit ou il se couche. Il gratte pas ou il mord pas. Et l'animal ne met pas longtemps à renifler la présence de stupéfiants. 4 petites barrettes. Ça, du cannabis. Une petite quantité de cannabis. Mais dans la chambre du suspect, les gendarmes trouvent une jolie somme d'argent. Alors, 16 billets de 10. Au total, plusieurs milliers d'euros en espèces. Pour les enquêteurs, c'est une preuve supplémentaire de l'implication du suspect dans le trafic, malgré ce qu'il prétend. Qu'est-ce qu'il déclare là, Pascal? C'est quoi les premiers éléments? Qu'il n'y est pour rien, qu'il n'est pas au courant et qu'il travaille chez un employeur tous les jours dans les vignes. Alors qu'on a suivi tous les jours le mois dernier, tout le mois de mars, et il n'a jamais été travaillé. Donc, voilà. Pour Pascal, le dealer doit certainement cacher plus de drogue chez lui. Et c'est après des heures de fouilles que les gendarmes finissent par trouver ce qu'ils cherchaient, juste en dessous de son appartement. De quoi, cette fois, coincer le suspect. Et donc, suite aux sommations appelées gendarmerie, il a eu le temps d'ouvrir la fenêtre et de jeter ça par la fenêtre. Ils appellent ça des olivettes. Ça, c'est des barrettes. En fait, ils récupèrent des gros morceaux et ils font une petite barrette comme ça. Et après, ils sont confinés dans du papier d'alu pour être revendus. Malgré les preuves accumulées, l'homme nie toujours sa participation au trafic. Mais les enquêteurs comptent sur son audition pour réussir à le faire avouer. À la gendarmerie, c'est François qui est chargé d'interroger le dealer. L'adjudant tente de lui faire reconnaître que les produits retrouvés sous son balcon sont bien les siens.
ça, c'est à vous ou pas? Non, c'est pas à moi. C'est pas à vous tout ça? C'est pas chez moi. C'était pas chez vous? Mais l'homme continue sur sa ligne de défense. Il n'est pas un trafiquant, tout juste un simple consommateur. Le problème, c'est que lors de son audition, sa femme a confirmé qu'il revendait de la drogue. François va se servir de cette information. Votre épouse, elle déclare également avoir déjà aperçu une ou deux plaquettes à votre domicile. C'est vrai? Non, jamais moi. L'homme ne lâche rien, même quand François le pousse dans ses retranchements. Votre épouse, elle déclare que vous touchez à peu près 300 € par jour de vente de cannabis et que votre salaire, on va dire mensuel à peu près, il avoisine les 7 et 10 000 € par mois. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Si le suspect continue de nier, c'est qu'il sait que l'importance de son trafic risque de le conduire en prison. Les gendarmes n'obtiendront rien de lui. Les enquêteurs décident alors de changer de stratégie. Ils concentrent leurs efforts sur les convoyeurs présumés, arrêtés la veille sur la route. Le premier d'entre eux va finalement tout avouer à l'adjudant Philippe. Depuis 6 mois, il a transporté 8 kilos de drogue, mais tente de se justifier. Que ma mère, mon père, ils ne travaillent pas, moi j'ai pas le droit de travailler ici. Et il n'y avait pas d'autre sortie. J'ai trouvé que cette sortie, j'ai pas pensé qu'un jour il peut arriver, qu'on arrivait là. Dans le jargon des gendarmes, c'est ce qu'on appelle une mule. C'est son témoignage qui va permettre de boucler l'affaire. Ça vient confirmer toutes les investigations qu'on a pu faire en amont, toutes les surveillances qu'on a pu effectuer également. Voilà, ça vient confirmer qu'on avait raison dans ce qu'on pensait et dans ce qu'on a pu avancer, quoi. Interrogés dans différentes gendarmeries de la région, de nombreux clients attestent eux aussi de l'ampleur du trafic. Selon cette femme, Castillon était même devenu une plaque tournante de la drogue. Le stupéfiant, il est partout, dans chaque maison. Castillon, c'est la ville du stupéfiant, quoi. Vous trouvez tout à Castillon, héroïne, cocaïne, tout ce que vous voulez, vous le trouvez. Pour les dizaines de gendarmes qui ont participé à cette affaire, le travail est terminé. C'est maintenant à la justice de prendre le relais. Le lendemain, au tribunal de Libourne, le convoyeur et le chef du réseau sont présentés devant le juge d'instruction. Quelques mois plus tard, ils seront condamnés par ce même tribunal à respectivement 6 mois et 2 ans de prison ferme. Mais à Libourne, sur les rives de la Dordogne, ce qui inquiète particulièrement les gendarmes, c'est que la drogue touche maintenant le lycée de la ville. Depuis quelques mois, l'établissement est au cœur d'un important trafic de cannabis. Consommateurs et dealers sont presque tous mineurs. À la brigade de recherche, c'est un jeune diplômé de police judiciaire, Pierrick, qui est chargé de l'affaire. On arrive dernièrement à remonter sur une production. Donc on ne sait pas encore la quantité de matière, mais on sait que des jeunes issus de ce secteur produisent leur propre herbe de cannabis. Sur Libourne, dans mon cas, c'est une première. Après des jours de surveillance, Pierrick a réussi à identifier un producteur de drogue et son principal revendeur. Christelle, l'experte en écoute téléphonique, a été chargée d'analyser les conversations des trafiquants et de dresser leur profil. Au bout du fil, le producteur qui donne ses consignes à ses complices. Vous arrosez les pieds? Oui, il faut qu'elle arrose les pieds. Non, vous arrosez les pieds. J'ai pas dit qu'il faut qu'elle arrose les pieds, il faut arroser les pieds, c'est tout. On a vraiment affaire à des primo-délinquants. On n'a pas affaire à des gens très organisés. Par contre, c'est vrai qu'on travaille en campagne et les stupéfiants, ça touche toutes les zones. Si les gendarmes ont rapidement identifié les membres de ce réseau, c'est qu'ils connaissent bien celui qui est à sa tête. Consommateur de drogue et d'alcool, le jeune homme est déjà sous contrôle judiciaire pour des troubles à l'ordre public répétés. Pierrick va profiter de son passage quotidien à la gendarmerie pour l'interroger sur son trafic. Le jeune ne se doute de rien, alors que l'enquêteur, lui, en sait déjà beaucoup. Depuis le mois de mai, je vis avec toi. D'accord ? On a parlé comme ça de tout et de rien.
Je sais des choses, tu t'es rendu compte que je savais des choses, tu n'aurais jamais cru. Oui. D'accord? Dis-toi bien que si je sais le nom de ton ex, concernant les stupéfiants, je vais en savoir un peu plus quand même, parce que ton ex, bon, je m'en fous un peu, l'histoire des stupéfiants, ça m'intéresse un peu plus. Ouais. D'accord? Ouais. Donc le tout, c'est de ne pas me prendre pour un idiot. Le gros du trafic se déroulait chez lui. En présence de son avocat, le jeune homme pense qu'il peut encore échapper aux gendarmes. Ça frappait, ça rentrait, ça ressortait. On aurait eu un chronomètre, c'était, allez, 1 minute 30, même pas. C'est dur de boire un apéro à 1 minute 30, à moins de faire un cul sec et de partir, mais c'est pas très poli. Voilà, c'était quoi le but de ces visites? Peut-être qu'il voulait savoir si je vendais quelque chose ou quoi, mais moi après, je sais que je ne vends rien. Ça, c'est ce que tu dis? Oui. D'accord, t'es sûr? On reste sur ça? Ok. Alors Pierrick lui présente une preuve imparable. Sur cette photo, à gauche, le dealer présumé, en pleine transaction. C'est qui ça? Non, je vois pas très bien. Là, cette fois-là, t'as pris le morceau de shit comme ça, tu l'as mis dans ta bouche, t'en as donné la moitié à... Ah ouais, j'ai dû le dépanner, ouais. C'était du dépannage? Tu faisais payer ou pas quand tu dépannais? Bah, ça dépend de ce que je donne, c'est une soirée. Comme je te dis, on n'a pas la prétention de te dire comme quoi t'es le chef du cartel. Non, Bordelais. Je vois vraiment pas ce que je fais. D'accord. Après, je te le dis franchement, là tu me prends un petit peu pour un idiot. Pas beaucoup, mais un petit peu. Le suspect campe sur ses positions. Mais les enquêteurs ont une idée qui pourrait leur permettre de faire avancer l'affaire. Allez. Pierrick décide d'aller perquisitionner chez les parents du jeune homme, où celui-ci vit encore. C'est depuis leur village, à quelques kilomètres de Libourne, qu'il pilotait le trafic. Aidé de son collègue Philippe, il passe le domicile au peigne fin. Le jeune homme, lui, ne bronche pas. C'est quand la dernière fois que t'as fumé? Les enquêteurs ne laissent rien au hasard. Ils fouillent chaque recoin. Donc là, on est en train de fouiller les meubles où vit la mise en cause, afin de voir s'il n'y a pas des produits stupéfiants ou des sommes d'argent. Mais la perquisition ne donne rien. Bouleversée par l'interpellation, la mère du jeune homme prête alors main forte aux gendarmes. Tu as ce classeur que tu as lui là. Donc c'est moi qui avais fait des papiers pour lui classer un peu ses papiers à lui parce que comme il connaît rien. Et face à l'attitude de son fils, elle se met à lui faire la morale. Reconnais que tu as fait des bêtises. C'est pas pour t'enfoncer que je te dis ça. C'est pour que tu comprennes que tu as fait des conneries. T'as pas été élevé comme ça. J'ai pas mis un enfant au monde pour qu'il lui arrive quelque chose, quoi. C'est pas possible. Il faut que tu prennes conscience que t'es plus un enfant. De son côté, le jeune homme, lui, tente une nouvelle fois d'échapper à ses responsabilités. Tu te doutais bien que ça allait arriver, non? Bah non, j'ai jamais fait du beau trafic ou quoi. T'as dit que t'étais... Je sais qu'on vient chercher les petits pour faire tomber les grands. Aujourd'hui, tu ne sais pas. D'accord. Non, je sais pas, mais voilà. Là, aujourd'hui, t'es victime, en gros. Bah, moi j'ai l'impression. À notre époque, on aurait fait la moindre connerie comme toi tu as fait, on allait au ballon de suite. Dans 2 jours, il passera en comparution immédiate devant le tribunal de Libourne. Et la justice ne va pas lui faire de cadeau. Retour sur l'affaire des vols dans les domaines viticoles. Les gendarmes sont en passe de boucler leur enquête. Grâce aux écoutes du principal suspect, François est remonté jusqu'au receleur de la bande. On a des éléments, on va essayer de confondre, on va lui demander ses relations et puis on verra bien ce que ça va donner. En fait, il a un logement, il y a un logement désaffecté derrière où il entrepose pas mal de matériel. Le gendarme a décidé de perquisitionner son domicile, situé à une vingtaine de kilomètres de Libourne. Beaucoup d'objets volés, et notamment du matériel agricole, pourraient s'y trouver. Voilà pourquoi François n'est pas venu tout seul. Le suspect ne s'attendait sûrement pas à un tel déploiement de force. On va faire la perquisition de toute l'habitation, des dépendances. Et puis après, on va la ramener au bureau. On va chercher les objets qui sont dans le cadre de la procédure qui ont été dérobés, voir s'il est détenteur ou pas de ces objets. Et puis voilà, on verra bien. Les gendarmes savent exactement ce qu'ils cherchent. Je sens que je vais me faire plaisir. Et c'est dans une dépendance de la maison qu'ils découvrent des dizaines de machines utilisées dans les domaines agricoles. Des tronçonneuses, des ponceuses, des perceuses en tout genre, une collection d'outils de bricolage réservés aux professionnels.
Il va falloir qu'il m'explique d'où ça vient, tout ce matos. Moi, j'ai pas 4 tronçonneuses et j'ai pas 25 perceuses. J'ai pas ci, j'ai pas ça. François a eu du flair. Il y en a certains qui correspondent en tout point aux objets qui ont été dérobés dans les habitations des diverses victimes, notamment la tronçonneuse, le karcher. Ça peut correspondre, donc on va vérifier tout ça. En attendant, pour faire avouer le receleur, l'enquêteur durcit le ton. Mais à un moment là, il ne faut pas me prendre pour un jambon. Je vous explique, si je les passe au fichier qui ressort tous volés, si vous restez sur vos déclarations, vous allez les ramasser. Donc je ne suis pas là pour vous envoyer pendant 15 ans en prison. Vous avez des enfants, écoutez-moi, vous avez des enfants, vous avez une femme. Pour que l'homme s'explique sur la présence de tous ces objets a priori volés, les gendarmes le conduisent à la brigade de recherche. Arrivé sur place, le butin est entreposé et il y en a pour cher. Alors que le receleur va être entendu, à l'autre bout du couloir, un homme doit lui aussi rendre des comptes. C'est le chef présumé de la bande. Tenez-vous comme il faut, s'il vous plaît, les gens. Arrêté le matin même avec ses 2 complices, c'est lui que les gendarmes suivaient à la trace. Et d'entrée de jeu, Teddy le met en garde. Ça fait plusieurs mois qu'on a une enquête sur votre équipe. Ça fait plusieurs mois qu'on bosse dessus, qu'on a beaucoup d'éléments, qu'on vous suit, qu'on vous écoute, tout ça. Donc on en connaît un petit rayon sur vous. Ce que les enquêteurs ont découvert, c'est que quelques années plus tôt, son père est mort subitement en travaillant dans les vignes. Connaissez-vous le château, monsieur? Oui, mon père y travaillait. De camp à camp, vous vous rappelez? Il a toujours travaillé. Vous leur en voulez ou... Donc elles sont plus bonnes, les relations. C'est donc par vengeance que le jeune homme s'est attaqué au domaine viticole. Pourtant, il refuse d'avouer. Une tentative de vol a été commise courant février 2015. Avez-vous participé à ce méfait? Non, je n'ai rien à voir. Mais il ne sait pas que Teddy a un autre atout dans sa manche. Le jeune homme a laissé sur les lieux de plusieurs vols les empreintes de ses chaussures, celles que va lui montrer le gendarme. Ça, c'est les Nike Air. Donc ça, c'est les Air Max. C'est les cases CAZ sur 4. Si ces chaussures sont les siennes, c'est la preuve de l'implication du suspect dans les vols. Une preuve irréfutable. Je les reconnais comme étant Et dès le lendemain, le jeune homme sera conduit au tribunal avec ses 2 complices. Ce matin, visiblement, le juge en charge de l'affaire a décidé d'être compréhensif. Bien que le chef de la bande et ses complices aient été condamnés à de la prison ferme, il les a dispensés d'exécuter leur peine. Sans doute parce qu'ils avaient des casiers judiciaires vierges. Ils sont donc repartis libres du tribunal, et cela à la grande déception de certaines victimes. Surtout un sentiment d'injustice, parce que 9 cambriolages dans la région quasiment en 2 mois, et à la sortie, rien du tout, Walou, que Nini, et c'est des dégradations très importantes sur les bâtiments. À l'intérieur des maisons, ça a été carrément vandalisé. Pour toutes ces dégradations, les cambrioleurs ont été néanmoins condamnés à rembourser les dégâts. Près d'une centaine de milliers d'euros au total. Placé en zone de sécurité prioritaire depuis 4 ans, Libourne et ses alentours bénéficient d'une présence renforcée des gendarmes. Notamment celle du PSIG, le peloton d'intervention. Habitués des opérations coup de poing, Thierry et ses collègues patrouillent toutes les nuits dans le centre-ville. Et le samedi soir, ils ont fort à faire. Les bars sont bondés, les boîtes de nuit vont être pleines, et puis comme à chaque fois, il peut y avoir des troubles à l'ordre public, donc on est là... On montre notre présence aux alentours des établissements de nuit pour éviter tout problème. Faute de distraction suffisante comme à Bordeaux, ici, les jeunes sont souvent désœuvrés. L'alcool aidant, certains finissent par provoquer les gendarmes. Ce soir, ils viennent d'être appelés pour un groupe un peu excité. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais rien. Pas entre nous, là on parle... Pour Thierry, le plus important, c'est d'éviter que la situation ne dégénère. Allez! Voilà, ça y est, c'est le grand délire là. La discussion est impossible, alors il préfère quitter les lieux. Ça y est, c'est les rois de la nuit là.
C'est très difficile à gérer lorsqu'on est 4 ou 5 et qu'en face on a une douzaine de personnes comme là, relativement excitées. Et puis pour certains, dont 2 ou 3 que j'ai reconnus, qui sont sous le coup d'une peine de prison ferme à effectuer pour des violences sur force de l'ordre, quoi. Thierry ne le sait pas encore, mais quelques heures plus tard, il va à nouveau avoir affaire à cette bande de jeunes. Alerté par la plus grosse discothèque de la ville qui vient de les refouler, le gendarme retombe sur ses vieilles connaissances. Cette fois, pas question de rebrousser chemin, les hommes du PSIG font face, taser et matraque à la main. La confrontation dure de longues minutes. Et finalement, tourne en faveur du peloton d'intervention. La petite bande bat en retraite, mais Thierry sait qu'il faut rester vigilant. Ils restent sur le secteur, on les entend, ils vont rester tout le restant de la nuit autour et puis voilà, on craint des troubles à l'ordre public, mais on va rester là et on va attendre. À Libourne, si les gendarmes ont fort affaire avec les jeunes, c'est qu'il y en a aussi beaucoup qui plongent dans la délinquance. Dans l'affaire du trafic de drogue au lycée de la ville, les gendarmes s'apprêtent à lancer une nouvelle opération. Ce matin, pour boucler leur enquête, Pierrick et le peloton d'intervention doivent arrêter le producteur de drogue, celui qui fournit le réseau. Les gendarmes veulent perquisitionner le domicile du cultivateur, et c'est l'adjudante Vanessa qui va mener l'opération. Objectif étant de taper à 7h au carreau. Le domicile du trafiquant ne se trouve qu'à quelques kilomètres de là, en rase campagne. Arrivés sur place, les gendarmes doivent se rendre à l'évidence. L'homme n'est pas là. Parti travailler, c'est sa compagne qui leur ouvre la porte. Pendant plus d'1 heure, les enquêteurs fouillent son mobil-home de fond en comble. Mais la pêche est maigre. Ils ne dénichent qu'un seul bidon d'engrais. En revanche, c'est celui qu'utilisent habituellement les cultivateurs de cannabis. C'est de l'engrais pour la floraison des plantes de cannabis. Les enquêteurs vont avoir plus de chance en perquisitionnant cette grange, située en face du mobil-home. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un ventilo, un extracteur. Un équipement apparemment rudimentaire, mais qui aurait permis de récolter 2,5 kg de drogue en quelques mois. L'homme venait d'ailleurs de lancer une nouvelle production. Interpellé par une autre équipe sur son lieu de travail, le producteur a été conduit à la gendarmerie pour être auditionné. Pendant ce temps, la drogue récupérée durant la perquisition est pesée. 206 grammes. L'homme, âgé de 26 ans, est interrogé par les enquêteurs, Didier et Mathieu. Ils veulent déterminer l'ampleur du trafic. Et la quantité, il se base... on arrive à beaucoup plus que 800 grammes. En réalité, il s'agit d'une entreprise familiale. Son demi-frère, âgé de 17 ans à peine, ainsi que son beau-frère, tous les 2 lycéens, faisaient office de rabatteurs auprès de leurs camarades. Voilà pourquoi ils se trouvent également en garde à vue. Et ce qui intéresse les enquêteurs, c'est de découvrir le rôle exact de chacun. Est-ce que c'est lui qui t'a proposé de revendre ou est-ce que c'est venu de qui? C'est à l'initiative de qui en fait? C'est venu de moi, c'est moi qui l'ai proposé. Vous n'avez pas pensé le préserver un peu même? On en a parlé. On a dit si on se fait gauler, moi je risque gros en tant que majeur qui donne un mineur. D'après le code pénal, c'est une circonstance aggravante pour le producteur. Et l'homme tente de minimiser son trafic. Cultiver 2 kilos et quelques. Sur ça, qu'est-ce que vous avez à dire vous? Je suis pas trop d'accord sur les kilos. Faut essayer d'être un peu plus précis. Hein. Moi j'ai pas dû dire ça, j'ai dû dire sûrement 1,5 kg. Pas pareil, hein. Selon vous, il a peut-être mal compris. Combien est-ce que vous avez récupéré d'argent? Le profit généré, vous l'estimez à combien, vous? 100 €, 1000 €, 10 000 €. Combien? Dans les 1000 €. Dans les 1000 €. Vous vous rendez compte, ça tient pas la route. Vous savez que vous risquez 10 ans pour ça, quand même. Je vous garantis que c'est la vérité que je vous dis. Malgré l'amateurisme de son business illégal, il risque gros et sera présenté en comparution immédiate au tribunal de Libourne. Ses complices mineurs, eux, ressortiront libres de la gendarmerie. Le lendemain, le producteur retrouve son camarade de trafic,
pour l'audience devant le juge. Production et vente de cannabis, tous deux en cours de la prison ferme. Mais ils ne s'attendent pas à la peine qui va leur être infligée. 18 mois ferme pour le dealer et 6 mois pour le producteur. La justice a décidé de faire un exemple. La lourdeur de la condamnation surprend même Christelle et Pierrick, venus assister à l'audience. C'est vrai que pour quand les gens sont primo-délinquants, c'est surprenant de se retrouver incarcéré à l'issue d'une audience en comparution immédiate. Parce que même si les gens banalisent ça, on s'aperçoit que c'est pris très au sérieux par les juridictions et la preuve, quoi. Tous les ans, ce sont 500 affaires de drogue qui sont traitées par les gendarmes dans la région de Libourne.